L'iPhone existe depuis plus d'une décennie et a connu des changements dramatiques, d'un doublement presque de la taille de l'écran à une réduction majeure de l'épaisseur. Mais peut-être que le changement le plus indésirable a été son augmentation de prix. L'iPhone original, sorti en 2007, était vendu au détail pour $500. Mais ce nombre a beaucoup fluctué depuis lors, atteignant son point le plus bas en 2008 avec l'iPhone 3G à $200 et atteignant un record de $1100 en 2018 avec l'iPhone XS Max. Alors, dans cette vidéo, nous allons explorer l'histoire du prix de l'iPhone et découvrir pourquoi il a fluctué si dramatiquement. Comme je l'ai mentionné plus tôt, le prix de vente initial de l'iPhone était de $500, mais c'est en fait trompeur, car ce montant ne tient compte que du coût initial de l'appareil. En réalité, les utilisateurs de smartphones devaient payer des frais supplémentaires après l'achat initial. Et c'était dû à quelque chose appelé subvention des opérateurs, qui est un concept important à comprendre lors du calcul du coût total d'un iPhone. Et ça fonctionnait comme ça. Un opérateur comme AT&T proposerait des smartphones pour des centaines de dollars de moins que leur coût réel afin d'attirer de nouveaux clients. Ensuite, ils récupéreraient leurs pertes en liant ces clients à un contrat et en facturant des frais supplémentaires sur leur facture mensuelle qui servaient à rembourser le prix total du téléphone. Par exemple, vous achèteriez un iPhone dans un magasin Apple pour $500, puis vous paieriez à AT&T une redevance de $20 chaque mois qui servirait à rembourser le téléphone en plus de votre forfait mensuel. Et parce que l'iPhone venait avec un contrat de 2 ans, vous finiriez par payer un total de $480 en frais mensuels, en plus des $500 que vous avez payés à l'avance, portant le coût total de votre iPhone à $980. Disons qu'après votre contrat de 2 ans, vous avez choisi le modèle le plus récent. Vous paieriez un nouveau prix pour le téléphone et un contrat de 2 ans recommencerait. Mais disons que vous n'avez pas opté pour le modèle le plus récent et que vous avez continué à utiliser votre iPhone qui n'était plus sous contrat. Vous pourriez vous attendre à arrêter de payer ces $20 de frais mensuels à AT&T, mais ce n'était pas le cas. Les clients étaient obligés de continuer à payer ces frais, même si leur contrat avait expiré, et qu'AT&T avait récupéré le prix total de leur téléphone. Cela signifiait que le coût total de votre iPhone serait de $1 220 après 3 ans et de $1 460 après 4 ans. Cela peut sembler être un concept fou aujourd'hui, mais les contrats de 2 ans et les subventions des opérateurs étaient une pratique commerciale standard à l'époque, et c'est exactement pourquoi il n'est pas juste de comparer le prix complet de $700 d'un iPhone 11 au prix de vente initial de $200 de l'iPhone 3G. Mais le prix de l'iPhone ne se limite pas aux subventions des opérateurs. Car bien qu'Apple ait arrêté de vendre des iPhones subventionnés en 2015 avec les 6 et 6 Plus, il y a eu depuis une augmentation substantielle du prix de l'iPhone. En fait, l'iPhone 7 était le dernier modèle phare à avoir une étiquette de prix de $650. En 2017, l'iPhone 8 a commencé à $700, tandis que l'iPhone X, le véritable modèle phare de cette année, a commencé à $1000. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que le prix d'un iPhone passe de $650 en 2016 à $1000 en 2017? Cela était dû à plusieurs facteurs. Apple devait d'abord augmenter sa marge bénéficiaire sur chaque iPhone vendu. Car en 2015, l'entreprise a commencé à connaître un ralentissement des ventes de matériel dans presque toutes les catégories de produits. Et bien que vous puissiez dire, le ralentissement des ventes n'est pas un gros problème puisqu'il gagne toujours beaucoup d'argent, vous oublieriez l'objectif principal de toute entreprise privée, à savoir réaliser une croissance des revenus chaque année. Car si Apple ne gagne pas plus d'argent cette année que l'année dernière, alors les actionnaires, les personnes qui investissent dans l'entreprise, ne verront aucun retour sur leur investissement. Cela signifie que les gens arrêtent d'acheter des actions Apple, leur prix d'action baisse et ils deviennent moins précieux. Donc, face au ralentissement des ventes de matériel, Apple a été contraint de facturer plus cher pour leurs produits afin qu'ils puissent toujours réaliser une croissance des revenus même s'ils n'atteignaient pas une croissance en unités vendues. Mais ils ne pouvaient pas simplement augmenter le prix de l'iPhone de $350 en un an. Apple a introduit plusieurs nouveaux modèles d'iPhone qui variaient en prix. Le premier était l'iPhone 8 à $700, puis le 8 Plus à $800 et enfin le X à $1000. Mais chaque modèle était plus cher que $650.
Et l'iPhone 8 ressemblait étrangement au 7, qui ressemblait au 6S, qui ressemblait au 6. Apple a utilisé pratiquement le même design d'iPhone pendant 4 générations et a fini par facturer un supplément pour cela avec le 8 afin de générer plus de revenus. Cela a également donné aux clients une incitation à dépenser les $300 supplémentaires pour l'iPhone X nettement plus amélioré. Les prix élevés des iPhones ont incité de nombreuses personnes à chercher d'autres moyens de faire des économies. Comme par exemple réduire le coût de leur facture de téléphone mensuelle avec Ting. Lors d'une interview avec ABC, Tim Cook a été interrogé sur le prix élevé de l'iPhone X. Lorsqu'on lui a demandé « Ne trouvez-vous pas que le prix de l'iPhone X est hors de portée pour l'américain moyen ?» Cook a répondu « Eh bien, c'est en fait un prix raisonnable pour la technologie que vous obtenez. » Ce qui, en termes profanes, signifie qu'il pense que les clients vont tellement vouloir les nouvelles fonctionnalités de l'iPhone X qu'ils paieront beaucoup plus pour elles. Cook a continué à dire « La plupart des gens paient maintenant pour les téléphones sur de longues périodes, et donc très peu de gens paieront le prix initial du téléphone. » Mais cela ne répond toujours pas à la question de pourquoi Apple a dû augmenter le prix de l'iPhone phare de plus de 50% en un an. Il expliquait simplement pourquoi il pense que les clients l'achèteront toujours malgré le prix de $1000. Et il avait raison. L'iPhone X est devenu le smartphone le plus vendu au monde en 2018 et a aidé Apple à réaliser son trimestre le plus rentable de l'histoire, générant 88,3 milliards de dollars au premier trimestre de 2018. Leur stratégie tarifaire audacieuse a réussi, les rivaux en ont pris acte. Avec la sortie du prochain iPhone à l'automne 2018, Apple a repoussé les limites encore plus loin. Ils ont réussi à augmenter le prix de vente moyen de l'iPhone de $618 en 2017 à $793 en 2018. Mais ne serait-il pas formidable de franchir ce seuil de $800 ? Apple a fait de son mieux avec le lancement des iPhone XR, XS et XS Max. Le XR d'entrée de gamme. Le prix de départ était de $750, soit une hausse de $50 comparé à l'iPhone 8 l'année précédente. Le XS avait le même prix de $1000 que le X, mais Apple a décidé d'introduire un nouveau modèle appelé le XS Max, qui avait un écran plus grand et se vendait pour $1100. Battant le record établi par le X d'être l'iPhone le plus cher jamais vendu et aidant à augmenter le prix de vente moyen de l'iPhone à bien plus de $800 en 2019. Donc jusqu'à ce point dans l'histoire de l'iPhone, nous n'avons vu que son prix augmenter. Cependant, en 2019, Apple a radicalement changé sa stratégie de tarification pour l'iPhone. Pour la première fois, ils ont diminué le prix de l'iPhone de $750 à $700 avec l'iPhone 11, tandis que les modèles Premium 11 Pro et 11 Pro Max ont conservé les mêmes étiquettes de prix que les XS et XS Max. Mais la réduction de $50 n'était pas la seule chose qui rendait l'iPhone 11 si attrayant. C'était aussi son ensemble de fonctionnalités impressionnant. Vous voyez, lorsqu'Apple a sorti l'iPhone 8 et X en 2017, il y avait des différences dramatiques entre les deux modèles. L'iPhone 8 n'avait pas d'écran OLED bord à bord, il n'avait pas Face ID, il n'avait pas le système de double caméra et il n'avait même pas la même quantité de RAM que le X. Pour économiser $300, les acheteurs d'iPhone 8 renonçaient à de nombreuses fonctionnalités. Cette disparité dramatique entre les modèles a été réduite avec la sortie de l'iPhone XR, car il disposait d'un écran bord à bord avec Face ID, mais son prix était de $50 de plus que le 8. Et il n'avait toujours pas de système de double caméra, ou la même quantité de RAM que le XS. Mais considérez l'iPhone 11. Il a non seulement bénéficié d'une baisse de $50, ce qui met son prix au même niveau que l'iPhone 8 de 2 ans plus tôt, mais il a également reçu presque toutes les fonctionnalités des modèles Premium 11 Pro. Il possède un système de double caméra avec un objectif ultra grand angle, il a un audio spatial, il a les mêmes 4 Go de RAM que les modèles 11 Pro, avec le même verre renforcé par ion durable. Les seuls compromis que vous faites avec le 11 sont l'écran affichage à cristaux liquides plutôt que OLED, un cadre en aluminium plutôt qu'en acier inoxydable, et pas de lentilles de caméra téléobjectif, ce qui signifie pas de zoom optique 2 fois. Mais la plupart des clients sont heureux de faire ces petits compromis compte tenu des économies de $300 sur le 11 Pro.
Et malgré les prévisions des analystes d'une baisse des ventes d'iPhone en raison de l'attente des clients pour un modèle 5G, les ventes ont en fait augmenté de 8% par rapport au premier trimestre de 2019 et ont aidé Apple à augmenter leur chiffre d'affaires global de 9% à 91 milliards 800 millions de dollars, dépassant même les prévisions les plus optimistes des analystes. Et cette croissance a été largement alimentée par le succès des ventes de l'iPhone 11, prouvant qu'Apple avait trouvé un équilibre parfait entre le prix et les fonctionnalités premium. Alors que nous attendons les nouveaux modèles d'iPhone cet automne, Apple s'en tiendra probablement à leur stratégie de tarification actuelle et continuera d'offrir un maximum de fonctionnalités dans leur modèle d'entrée de gamme au vu de son succès. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. À la prochaine vidéo!